Comment se souvenir de tout ou presque? Alors déjà, vous voyez, on a un problème, on fait des progrès fantastiques en médecine, mais on n'a toujours pas résolu le problème du rhume. Donc j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de ma session. Alors, comment se souvenir de tout ou presque? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'on voit comment faire tout ça. La question... Ça passe? Voilà. Il y a une nouvelle fantastique qui est arrivée, vous l'avez entendu parler, alors c'était peut-être pas aussi positif, c'est qu'on vit tous de plus en plus longtemps et de plus en plus vieux. Et ça, quelles que soient presque les catégories sociales et quelles que soient les populations. Éric Boulanger vous a parlé des Chinois qui viennent s'intéresser. Leur problème, il n'est pas tellement qu'ils vivent plus vieux, mais surtout qu'ils sont 1,2 milliard. C'est ça qui va leur poser problème. Et prendre en charge des personnes qui vont avoir des troubles des fonctions cognitives au sein d'1,2 milliard, ce qui va faire à peu près chez eux 300 à 400 millions de patients, va être un gros problème dans les années qui vont venir. Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il est possible, d'une manière ou d'une autre, de modifier le cours des choses? Jusqu'à il y a encore à peu près 10 ans, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit non. Malheureusement, non. Et depuis 4-5 ans, on voit sortir des études extrêmement intéressantes qu'on pensait au départ être ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire des erreurs, des mauvaises choses, des analyses un peu mal faites, qui montraient que, en fonction de la cohorte, en fonction de la génération dans laquelle on est né, eh bien, le nombre de nouveaux cas de maladie d'Alzheimer semblait légèrement diminuer. Alors on s'est dit, tiens, c'est ce qu'on appelle un effet cohorte, c'est une erreur classique dans les études épidémiologiques. Et puis finalement, quand c'est sorti d'une étude d'une équipe extrêmement renommée en Hollande, à Rotterdam, merci de tousser pour moi, c'est gentil, en Hollande, à Rotterdam, on s'est rendu compte à ce moment-là que finalement, ils n'avaient peut-être pas tort. Alors on s'est tous mis à regarder dans nos études si on retrouvait la même chose. Et de fait, on retrouvait la même chose. Et une étude qui est réalisée aux États-Unis actuellement, depuis 1947, ce qu'on appelle l'étude de Framingham, qui a sorti tous les facteurs dont on vient de parler à l'instant sur le risque cardiovasculaire, s'est aperçu que de 10 ans en 10 ans, le risque diminuait environ de 2 à 5% par an. Alors vous allez me dire, comment est-ce possible? Partout, on entend que le nombre de cas de maladie d'Alzheimer va augmenter. Et c'est toujours vrai. C'est le principe de la baignoire. Pour remplir une baignoire, il faut deux choses. Il faut que la bombe d'évacuation soit fermée et il faut que le robinet coule. Il se trouve que là, on a baissé un petit peu le robinet, mais on a réduit la taille de la bombe. Donc le niveau reste au même. Mais ce qui est important, c'est de retenir que finalement, il semble possible de diminuer le nombre de nouveaux cas. Alors, ça ne marche aujourd'hui que dans les pays à haut niveau de revenus, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Hollande. Et on s'est posé la question de savoir d'où cela venait. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de facteurs de risque que l'on connaissait, un certain nombre de facteurs d'environnement dont on pouvait intervenir, et on a regardé s'il y avait des liens plus ou moins importants avec la maladie d'Alzheimer, sa survenue, et même antérieurement avec la perte des fonctions intellectuelles. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Vous pouvez très bien avoir une maladie d'Alzheimer, et probablement dans cette salle, statistiquement, on devrait être au moins 1 sur 5 à en avoir une, mais elle ne va pas apparaître. Vous n'en aurez pas les signes. Elle ne deviendra une maladie d'Alzheimer que lorsqu'un médecin aura posé le diagnostic. Donc l'idée, c'est de se dire finalement, si les premiers signes de ma maladie qui vont amener ce diagnostic sont repoussés suffisamment tardivement, je peux espérer, peut-être, finalement, mourir sans avoir fait le moindre symptôme. Donc c'est vraiment l'idée d'une véritable prévention de la maladie d'Alzheimer qui est en train de se construire actuellement et sur laquelle on travaille tous. Alors idéalement, si on était avec suffisamment d'argent, suffisamment de pouvoir de conviction, de politique, il faudrait réaliser ce qu'on appelle un essai de prévention, comme quand on réalise un essai clinique, thérapeutique, où on teste un nouveau médicament, en appliquant à des gens, mettons, de 60 ans et plus, toutes ces actions qui semblent réduire le risque, et aux autres de leur dire de continuer à mener leur vie habituelle. Et si au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que finalement, il y a moins de cas dans un groupe que dans l'autre, on dira, ok, allons-y, on peut y aller. Le seul problème, c'est que monter une telle étude, ça va prendre 10 ans. Trouver les financements, suivre les gens, ça va prendre 10 ans. Donc on aura la réponse dans 25 ans. Donc le point qu'on peut se poser, c'est, suivant la nature de ces facteurs, est-ce qu'il ne serait pas déjà intéressant d'essayer de voir si ça marche? C'est exactement ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, et on va balayer ensemble les 3 grands axes de cette prévention de la maladie d'Alzheimer, mais plus généralement de la baisse des fonctions intellectuelles que tout un chacun voit avec l'âge.
Tout commence dans le cerveau. Le cerveau, c'est une machine absolument incroyable. Juste pour vous donner une idée, déjà, comme ça, c'est composé de 60% de gras. Ce n'est que du gras. Le reste, c'est un peu d'eau et un peu de protéines. Le deuxième point, c'est que c'est un outil qui est d'une économie énergétique incroyable. En gros, votre cerveau va consommer, allez, l'équivalent de 1/3 d'ampoule de 40 watts tous les jours. Vous avez peut-être entendu parler du jeu Jeopardy. C'est un jeu américain dans lequel vous devez trouver la question à une réponse. On vous donne la réponse, trouvez la question. Alors, c'est pas très fréquent en France, mais les Américains adorent ça, et donc ils ont construit un ordinateur qui répond mieux que le grand spécialiste du Jeopardy à la télé, qui le bat. Le seul problème, c'est que c'est un ordinateur est composé de 900 serveurs et que chaque serveur consomme en moyenne 1000 watts. Donc, juste pour jouer au jeu de Jeopardy, vous voyez ce qu'il consomme. Alors que le cerveau du champion de la télé, là, il va consommer la taille d'un tiers d'ampoule. Donc, vous voyez, c'est vraiment une machine absolument fantastique. Et comme toutes les machines, elle a malheureusement tendance à vieillir. Comme l'a très bien présenté Eric il y a quelques instants, on se rend compte qu'on est avec un certain capital de neurones, de cellules dans ce cerveau, qui va finalement augmenter jusqu'à peu près à l'adolescence, puis ensuite diminuer inexorablement. Le deuxième point important, c'est que ces cellules ne se divisent pas. Si vous vous blessez, si vous faites une lésion, hop, les cellules vont se mettre à repousser, reboucher le trou, et puis voilà. Dans le cerveau, vous faites une lésion, la lésion restera. Les neurones ne seront plus là. Donc il est vraiment important d'essayer de protéger au mieux cet organe absolument fantastique que représente le cerveau. Alors, dire que finalement, il n'y a pas réellement de modification du cerveau avec le temps est un peu inexact. Parce qu'en fait, au sein de ces différentes cellules qu'on appelle des neurones, leur particularité, c'est qu'elles vont établir des connexions avec leurs voisines. Toutes ces cellules vont se lier les unes aux autres. On estime aujourd'hui que notre potentiel cérébral est aux alentours de 100 milliards, 80 à 100 milliards de neurones, le capital maximum qu'on peut avoir. Et ce capital, à partir de 16-17 ans, va commencer à diminuer inexorablement. Mais chacune de ces cellules a une particularité, c'est qu'elle est capable d'établir des connexions avec ses voisines. Et elle peut en établir à peu près 10 000. Donc, 10 000 fois 100 milliards de connexions sont possibles. Et ces connexions, en revanche, vont pouvoir être faites tout au long de la vie. Elles vont consister dans ces espèces de liens qu'on appelle des synapses entre deux neurones qui vont échanger des informations. Je vais juste prendre un exemple. On oublie tous très fréquemment un nom propre. Vous voyez une personne, ou vous pensez à une personne, impossible de retrouver le nom. C'est normal. Passé 40 ans, ça nous arrive à tous. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Monsieur Petit qui mesure 1,90 m, le moyen mnémotechnique simple pour retenir n'est pas évident. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On va quand même retrouver le nom. Vous ne l'avez pas oublié, mais vous n'arrivez pas à vous le remémorer. Votre cerveau, lui, ce qu'il aura fait, c'est le jour où vous aurez rencontré Monsieur Petit qui mesure 1,90 m, vous l'aurez rencontré dans certaines circonstances, vous vous souviendrez de son visage, vous vous souviendrez du son de sa voix, vous vous souviendrez de l'ambiance à ce moment-là. Tout ça, ça correspond à des tas de connexions qui se sont faites au moment où vous l'avez rencontré. Donc, finalement, la mémoire est supportée par toutes ces connexions. Et si vous voulez la maintenir, il faut stimuler d'une manière ou d'une autre toutes ces connexions. Petite parenthèse, si vous voulez retrouver le nom facilement, généralement, qu'est-ce qui se passe? On se focalise sur le nom, on cherche le nom verbal, on cherche les lettres parce qu'on a une mémoire verbale. Oubliez complètement ces lettres, n'y pensez pas. Attendez quelques instants, respirez simplement et pensez à deux choses. La première, son visage, et la deuxième, l'endroit où vous l'avez vu. Et je vous parie que dans les 10 secondes, vous allez retrouver le nom. Il faut séparer ces choses-là pour finalement stimuler ces connexions. Alors comment maintenant maintenir toutes ces connexions? Il y a 4 grands principes. Le premier, il faut entretenir en permanence son cerveau. C'est comme tout élément du corps, quand vous ne vous en servez pas, ça s'use. Vous avez vu tout à l'heure des tranches d'IRM où on voyait des muscles de triathlètes de différents âges. Vous avez vu la masse de muscles qu'ils avaient. Elle est due à l'entraînement régulier qu'ils ont. Eh bien, le cerveau, c'est exactement la même chose. Il faut le faire travailler, il faut l'entraîner. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a des tas, on n'aura pas le temps de toutes les voir ce soir. Je vais en prendre juste une. La meilleure façon d'entraîner son cerveau dans toutes ses dimensions, c'est de lire. Lisez des livres en papier, lisez des journaux, lisez ce que vous voulez, mais lisez. Lisez en groupe, lisez seul, lisez sur une tablette.
Alors je vous conseille plutôt les liseuses, les tablettes, ça finit par fatiguer la vue. C'est un élément absolument incroyable. Autre élément qui va stimuler votre cerveau, c'est toutes les nouvelles technologies. Alors, on dit bien du mal de ces nouvelles technologies, mais on pense aujourd'hui qu'elles stimulent de manière assez incroyable le cerveau. Alors des gens ont fait des expériences. Ils ont pris 50 personnes qui lisaient habituellement, mais qui étaient des aficionados d'Internet. Ils allaient toujours circuler sur Internet. Ils en ont pris 50 autres qui lisaient très régulièrement, mais qui n'allaient pas sur Internet. Ils ont mis tout ça dans un appareil d'IRM et ils ont regardé comment fonctionnait le cerveau. Quand on faisait lire une page à celui qui avait l'habitude de lire, tout simplement, ça activait toutes les zones de fonctionnement habituelles de la lecture, c'est-à-dire la vision, l'intégration et l'association avec divers aires cérébrales. Quand on faisait la même chose avec des gens qui avaient l'habitude d'aller sur Internet, étonnamment, ces gens-là activaient beaucoup plus de régions de leur cerveau, et en particulier des régions qui font intervenir le raisonnement complexe, qui font intervenir les souvenirs de manière plus aiguë. Donc on voit bien que le fait d'utiliser ces outils a une modification sur le comportement. Alors, je ne vous parlerai pas des jeux dont vous entendez parler, dont on va vous dire sur Internet que si vous jouez à tel jeu, machin, vous allez... Non. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve. La seule preuve formelle qui existe, technique de ça, elle est sur ce jeu-là qui est indiqué ici, qui s'appelle NeuroRacer, qui est un travail qui a été publié dans une revue très sérieuse dont a déjà parlé Eric, qui s'appelle Nature, revue américaine. Et le principe du jeu vidéo qui a stimulé deux choses, la mémoire à court terme et également ce qu'on appelle la vitesse d'exécution. En fait, ces jeux vidéo avaient deux caractéristiques. Le premier, il consistait à conduire cette petite voiture sur une route qui se tortille, donc il faut garder la voiture au milieu. Et en même temps, on faisait apparaître des petits symboles que les gens devaient cliquer, ils devaient appuyer sur le bouton vert ou sur le carré rouge, etc., etc. C'est ça qui stimule le mieux dans tous les tests. Donc si vous essayez des jeux vidéo avec vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, n'hésitez pas, choisissez plutôt des jeux de conduite de voiture et d'attraper des petits bonus. Hein, vous voyez, genre Mario Kart et autres, ça marche très bien, ça vous stimulera bien le cerveau. Pour les autres, on n'en sait rien pour l'instant si ça stimule vraiment. Autre exemple, pour stimuler son cerveau, ça ne nécessite pas des tâches intellectuelles. Apparemment, pas intellectuelles. Il y a certaines activités qui sont associées à une stimulation cérébrale importante, donc à la création de ces connexions. C'est par exemple de jardiner. Le jardinage, c'est quelque chose de fantastique. Si vous aimez ça, tant mieux, ça va vous aider. Un autre, c'est les voyages, si vous aimez voyager. Dans les deux cas, vous anticipez l'avenir. Jardiner, c'est quoi? C'est planter des petites graines au mois de novembre. Non, ouais, au mois de novembre. Et puis attendre 6-8 mois que ça fasse de très jolies fleurs. Mais si vous regardez ça objectivement, vous faites quoi? Vous faites des trous dans le sol et vous mettez des petits machins de rien du tout. Donc, il y a une conceptualisation qui est importante sur l'avenir et l'espoir que vous allez avoir dans ce que vous avez fait. Même chose pour les voyages. Vous êtes assis tranquillement chez vous, vous allez vous retrouver au fin fond de l'Afrique ou même au fin fond du Gers, sans savoir où vous allez aller, quel va être votre hôtel, vous allez pouvoir rater votre avion. Donc ça crée une stimulation extrêmement importante de votre cerveau. En revanche, il y a d'autres actions, il vaut mieux éviter. Voilà. Alors, attention, je ne parle pas de tous les écrans. Je parle de certains écrans qu'on appelle de télévision qui vous débitent ce que nos amis canadiens appellent de l'infobésité. Les écrans, les tablettes, les ordinateurs, c'est très différent. Ça rejoint ce qu'on a vu sur le jeu NeuroRacer. Je vous le conseille vivement. Et ne serait-ce que d'apprendre à s'en servir est déjà une stimulation. Généralement, son téléphone, le problème, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas s'en servir réellement au plein fond de ses capacités. Deuxième grand principe, c'est qu'il faut en prendre soin. Il ne faut pas l'utiliser inutilement, il ne faut pas l'abîmer. Premier gros point, c'est éviter les chocs. On s'est rendu compte que des petits chocs répétés, à la longue, avaient des effets très négatifs. Alors là, je prends un exemple qui est celui de joueurs de football. Il va y avoir une étude qui ne va pas tarder à sortir sur le jeu de tête. Alors ça avait commencé avec les joueurs de football américains, mais vous allez me dire, ouais, c'est des grosses brutes, ils peuvent se plaquer même quand ils n'ont pas le ballon. C'est normal, ils font des Alzheimer 3 fois plus fréquemment et des Parkinson 2 fois plus fréquemment. Et bien également, dans ce qu'on appelle le soccer ou le football européen, le jeu de tête semblerait être très associé à une augmentation du risque de maladie d'Alzheimer. Il y a un autre sport dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, surtout vu leurs résultats, c'est le rugby. Même problème. Alors eux, ils ne jouent pas avec la tête, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils se font plaquer au sol. Et quand vous êtes plaqué au sol, votre cerveau, dans votre boîte crânienne bien fermée,
il va avoir un contre-coup, c'est-à-dire que c'est un petit peu mou, hein, c'est quand même 60% de gras. Il va être plaqué au sol, il va courir plus vite que votre tête, il va venir s'écraser contre l'intérieur de votre tête, et puis ensuite il va reculer. Et ça crée des microchocs qui, à terme, sont préjudiciables, et il y a aussi une étude qui est en préparation là-dessus. Autre exemple, c'est les problèmes de toxicité. Ça, c'était les chocs externes, il y a ce qu'on appelle les chocs internes. Il y a tout un tas de produits qui sont toxiques pour votre cerveau. Alors au début, ils ne passent pas parce qu'on a ce qu'on appelle une barrière hémato-encéphalique qui filtre les médicaments, qui filtre les drogues, qui filtre le tabac. Mais il y a des ennemis de cette barrière hémato-encéphalique. Il y a la nicotine, par exemple. Au bout d'un certain temps, à l'usure, elle finit par passer. Il y a l'alcool, il finit par passer. Et à ce moment-là, quand cette barrière est libérée, tout un tas de cochonneries peuvent passer, des microbes, des médicaments qui ne devraient pas être là. Et puisqu'on parle de médicaments, il y en a un autre qui pose un autre problème, ce sont les somnifères. D'une manière générale, la prise de somnifères ne pose pas de problème si un soir vous n'arrivez pas à vous endormir. Le problème est de ce qu'on appelle les somnifères à durée de demi-vie longue, c'est-à-dire que votre corps met beaucoup de temps à éliminer, plus de 20 heures à l'éliminer, et que vous prenez très régulièrement, plus de 12 semaines en consécutif. Là, oui, on a vu des liens avec ce type de problème. Donc, essayez d'en parler à votre médecin et de voir si vous n'avez pas d'autres méthodes alternatives pour trouver le sommeil. Troisième grand point, c'est de s'occuper de sa santé. Mes amis et collègues, là, vous en ont parlé. Ça revient sur le devant de la scène. Premier élément, l'audition. Il faut réellement faire attention à son audition. Non pas parce que quand on n'entend pas, on répond mal à la question, on a l'impression qu'on n'a pas compris. C'est vrai. Non parce que non plus ça crée une rupture du lien social, et on va voir que c'est important. Mais surtout, le fait de ne pas entendre va modifier vos structures cérébrales. Toutes ces petites connexions, elles ne vont pas se faire comme habituellement, puisqu'il va manquer un élément, et ces 5 sens que l'on a sont des éléments importants de stimulation de votre cerveau. Donc faites-vous tester, et si vous en avez besoin, faites-vous appareiller. Alors je sais, c'est cher, hein. Une oreille, c'est entre 700 et 1000 euros pour un bon appareil. Et en plus, en France, je dis bien en France, ça a une connotation, on va dire, liée à la vieillesse, qui est importante, qui crée une gêne pour les gens qui doivent en porter. Donc essayons d'aller au-delà, parce que c'est réellement important pour notre comportement et pour notre cerveau. Autre point important, c'est le cœur. Le meilleur ami de votre cerveau, c'est votre cœur. Il faut bien l'entretenir. Florence vous a montré que c'était important. Eh bien, continuez. Et il existe pour ça tout un tas de facteurs de risque. Et il en est un qui est important pour le cœur, qui est l'alimentation. Là, vous avez un petit schéma de tout ce qui pourrait être potentiellement utile dans une assiette pour votre cerveau. Et ce que l'on voit, vous voyez là, il y a des brocolis, il y a des baies, il y a du saumon. Ici, il y a des graines, il y a des amandes, il y a des légumes, des fruits rouges, enfin des légumes rouges et des verts. Ça correspond à un type de régime bien particulier sur lequel on a trouvé des associations de ceux qui prenaient ce régime, faisaient moins de troubles des fonctions intellectuelles et moins d'Alzheimer. C'est le régime méditerranéen. Donc là encore, essayez de modifier votre régime pour ça. Je sais, ce n'est pas facile, on y reviendra dans quelques instants. Dépistez vos facteurs de risque, on les a vus tout à l'heure, le taux de cholestérol, le diabète, la surcharge pondérale. Finalement, gros, c'est un point. Ce qui est important, c'est ce qu'on a autour de la taille, qui est important pour le risque cardiovasculaire. Et bien sûr, la pression artérielle. Voyez ça avec votre médecin, prenez ça en charge, et surtout, faites-le au moment où c'est le plus important pour votre cerveau, en gros, entre 45 et 65 ans. Après, comme le disait Eric, on a des changements métaboliques qui font que ce sera peut-être moins probablement, mais faites-le entre 45 et 65 ans, c'est vraiment important. Bien sûr, je ne reviendrai pas dessus, l'activité physique est un élément essentiel de la santé cérébrale. Demandez aux coureurs de marathon, vous avez l'impression qu'ils font des efforts incroyables, mais ce que vous ne savez pas, c'est que, en général, passer la première demi-heure de course à rythme normal, leur cerveau va se mettre à sécréter des hormones qu'on appelle les endorphines. Alors endorphine, ça sonne comme morphine. Eh bien, c'est la même chose, sauf que c'est vous qui la produisez. Donc ça les met dans des états de bien-être et d'euphorie qui font que vous avez l'impression qu'ils souffrent, mais en fait, non, ils adorent ça. Donc le sport est très favorable au développement de notre cerveau, mais surtout, tout le monde n'est pas capable de faire du sport. Donc ce qui est important, c'est l'activité physique. Marcher, marcher. Regardez, je ne suis pas derrière mon pupitre, j'arrête pas de marcher depuis tout à l'heure. C'est justement que je n'ai pas fait assez de pas aujourd'hui, je suis resté dans mon bureau, j'essaie de compenser rapidement ce soir. Dernier point, c'est vivre avec les autres. Il faut être ensemble, et ça, c'est un élément qui fait partie du développement de notre cerveau.
Si vous prenez un petit enfant sans développement, vous le laissez seul, il va avoir des troubles de son développement cérébral, c'est net. Il faut être entouré, c'est une caractéristique de l'homme. L'homme a besoin d'un développement qui va prendre 10 ans, 15 ans pour atteindre sa pleine maturité, et ça ne peut pas se faire sans les autres hommes. Donc, plusieurs points. Le premier, c'est l'état d'esprit. Il faut cultiver l'optimisme. Les différents centenaires dont on a parlé, que ce soit Jeanne Calment, Madame Knaus et d'autres, ils étaient tous avec un moral d'acier, avec un optimisme à toute épreuve. Donc réellement, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que l'optimisme est un lien avec les autres. Si vous faites la tronche toute la journée, ça n'attire pas les amis, ça c'est souvent clair. Le deuxième point qui est important, c'est d'essayer d'être à deux. En couple ou pas, mais à deux, de ne pas rester seul, quel que soit le couple ou la couple en question. C'est ça qui est important, c'est d'être à deux, et on a vu que ça réduit de 2 à 3 fois le risque de développer une maladie d'Alzheimer. C'est relativement difficile, mais il faut être à deux. Deux amis, de mariés, de pas mariés, comme vous voulez, mais ne restez pas seul, c'est essentiel. Dernier point, c'est de cultiver vos amis, de les voir, de sortir, comme le disait Jacques Richir, de venir aux réunions de l'Institut Pasteur, et à d'autres, d'aller au cinéma, de jouer au boule ou au bridge, comme vous voulez. C'est l'échange qui est important. Vous pouvez vous engueuler au boule, et ben c'est excellent. Vous pouvez vous engueuler au bridge, et ben c'est excellent. Ça augmente le nombre de vos connexions synaptiques. Au total, pour terminer, quelques conseils extrêmement pratiques, parce qu'on pourrait passer des heures à en discuter, il y a des tas de points d'entrée. Moi, si je vous conseillais d'essayer d'améliorer votre cerveau, le premier, c'est couper la télé et à la place, lisez. Le deuxième, marchez tous les jours. Le troisième, vous arrêtez les biscuits apéritifs et le soda. Rien que ça, si vous arrêtez ce qu'on appelle le snacking, vous allez voir, vous allez faire des progrès fantastiques. Alors, régime méditerranéen, c'est compliqué. Donc déjà, vous pouvez commencer par prendre un peu d'huile d'olive tous les jours. Vous verrez, vous aimez pas, mais essayez quand même, ça vaut le coup. Mangez du poisson 2 fois par semaine si vous pouvez, y compris du poisson en boîte. Vous pouvez prendre une petite boîte de sardines, c'est très bien, c'est déjà un bon début et ça vous apporte un certain nombre de produits assez essentiels. Il faut essayer d'arrêter de fumer, c'est difficile. Il faut perdre un petit peu de poids. 10% de votre poids, c'est pas grand-chose. Et vous pouvez le faire. Alors, il ne faut pas le faire en une semaine. Vous vous donnez 1 an pour le faire. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux sur tout le plan. Faites votre bilan cardiovasculaire. Vérifiez votre audition à Paris et là. Et puis, soyez optimiste et voyez vos amis. Je vous remercie de votre attention.